Nous vivons dans un univers complexe. Est-ce que cette complexité vient de sa taille, de ce qu'il contient, de ce qu'il s'y passe ou encore de son âge? Difficile de pouvoir répondre à cette question, sans doute un peu des quatre et beaucoup d'autres choses. Longtemps, nous nous sommes demandé si le système solaire et la Terre étaient un cas unique ou pas dans l'univers. Et pendant un temps, nous l'avons cru. Puis, nous nous sommes demandé si notre galaxie était l'univers tout entier, ou s'il y avait quelque chose au-delà. Pour répondre à ces questions, en plus des observations, il fallait être en mesure de comprendre ce qui s'était passé pour arriver au résultat actuel. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, remonter la chaîne des événements et revenir à l'origine de quelque chose n'est pas toujours facile. Cette idée fut assez bien illustrée par Edward Lorenz lors d'une conférence scientifique en 1972. Elle était intitulée « Prédictibilité, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Il explique le problème que pose le fait de pouvoir prévoir un résultat en fonction de la condition initiale et les phénomènes qui influencent un système. Plus précisément, que dans un système complexe, où le degré de liberté est faible, la plus petite variation peut entraîner un résultat final profondément différent. C'est la théorie du chaos. Elle permet de comprendre que les parts d'incertitude sont inévitables et que l'homme ne peut pas prendre en compte tous les éléments qui constituent son environnement, et surtout quand il s'agit de variations infimes. Donc, encore moins celle de l'univers. On peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas justement ça qui nous empêchera toujours de trouver la réponse à l'origine de l'univers, notre capacité à prendre en compte des paramètres infimes. Néanmoins, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la formation des planètes du système solaire, et de toutes les autres d'ailleurs, est la conséquence de la formation d'une étoile. On sait donc que dans la majorité des cas de figure, le sous-produit d'une étoile est un système planétaire, et que par conséquent, la plupart des étoiles ont des planètes qui orbitent autour d'elles. Nous allons voir d'un peu plus près comment les choses se sont passées avec notre Soleil. Dans le dernier épisode, nous avons vu de manière très simple les grands mécanismes de la formation de notre étoile. Il en résulte donc la formation des planètes du système solaire et de tous les autres éléments qu'ils composent. Plus remarquablement, la formation de la planète qui a vu naître la vie, qu'ironie du sort nous appelons la Terre. Je m'expliquerai sur le point à la fin de cette vidéo. Maintenant, revenons à notre nuage moléculaire composé de poussière et de gaz froid, qui est à l'origine de la formation de notre étoile. Lors de l'effondrement de certaines régions de ce nuage, il se forme des cœurs denses et chauds qui verront naître les protoétoiles. Autour de chaque protoétoile, sous l'effet de la fragmentation et de la contraction du nuage, il va se former une sorte de disque de matière au niveau du plan équatorial. Celui-ci va remplacer progressivement le nuage originel autour de l'étoile en raison de la conservation du moment cinétique. La masse gigantesque attirant la matière tout autour d'elle. La force centrifuge se met en marche. On peut se représenter ce phénomène assez simplement avec un évier rempli d'eau. Si on ouvre la bande de fond de l'évier, l'eau va être attirée vers le siphon. Et il va en résulter un moment, l'eau va tourner. Vous avez aussi le même phénomène avec quelqu'un qui tourne sur lui-même en patin à glace. Son poids étant toujours le même, s'il étend ses bras vers l'extérieur, il ralentira. Mais s'il resserre ses bras, il tournera de plus en plus vite au fur et à mesure que ses bras se rapprochent de son corps. C'est la loi de conservation du moment cinétique. À ce stade, à force d'accumuler de la matière, deux jets puissants vont se déclencher au niveau des pôles de l'axe de rotation de la protoétoile en formation. C'est ce qu'on appelle la phase thétorie. Quelquefois, ils peuvent souffler la matière située au niveau du disque interne, mettant à jour l'étoile, qui continue de se contracter et commence alors à brûler du deutérium. Le disque est abondamment chauffé par l'étoile, ainsi que par les tensions internes auxquelles il est soumis, qu'on appelle sa viscosité. Il y a le lien entre le nuage fractal et l'étoile. Le disque se nourrit de matière de l'enveloppe et l'étoile se nourrit du disque. Le système est maintenant complètement fermé. L'accrétion continue inexorablement et la chaleur de la protoétoile augmente, ce qui va avoir comme effet de sécher la partie interne du disque d'accrétion. Le disque s'affine, les radiations produites par l'étoile vont repousser voire évaporer les particules de poussière. Le gaz diminue par photoévaporation et le disque va devenir encore plus chaud. La future étoile est maintenant bien visible. C'est donc à ce stade de son évolution que la protoétoile va donner naissance à l'étoile, avec le démarrage de la fusion nucléaire. La température va rapidement grimper. Au fur et à mesure que la densité de l'étoile va augmenter, sa température et son champ magnétique vont s'intensifier. Et la pression de son rayonnement aussi. C'est d'ailleurs sans doute le processus qui l'empêche d'accréter toute la matière du disque
et donc donne lieu à la formation des planètes. Avec le temps, ce disque va se refroidir, ce qui va permettre la condensation de matière, telles que les grains de poussière et les fragments de roche. La gravité et la rotation du disque aident également ces petits amas de matière à s'entrechoquer et à s'agglomérer de manière à former des corps de plus en plus gros, jusqu'à éventuellement former les premiers planétésimaux. Puis quand on s'éloigne vers l'extérieur et les régions les plus froides du disque, l'accrétion se fait à partir de corps et de gaz gelés. La limite entre ces deux parties du disque est appelée la limite des glaces. C'est cette limite qui détermine le type de planète qui va se former. À l'intérieur, proche du Soleil, le disque est plus sec et pauvre en gaz. Il permet la formation de planètes telluriques, principalement constituées de roches. Et plus on s'éloigne donc, plus la température est basse et plus il y a de la glace et des gaz, ce qui va provoquer l'accumulation d'épaisses couches de gaz autour des noyaux primordiaux des planètes situées à la périphérie du système solaire. Mais ce processus est un processus chaotique. Pour se former, les planètes vont passer par de nombreux stades. Au stade embryonnaire, les planétésimaux vont rentrer dans des batailles d'orbite et d'influence gravitationnelle. On en distingue trois sortes. À une dimension de 50 km, ils vont commencer à s'arrondir. Jusqu'à 300 km, ils peuvent encore avoir une forme de patatoïde, mais au-delà, ce sont des sphères, la matière étant écrasée sous sa propre masse. Ils commencent alors à ressembler à des planètes. Ils vont même commencer progressivement à se réchauffer, tour à tour s'entrechoquant pour fusionner, se désagréger, voire s'éjecter, laissant la place à des corps encore plus gros, les embryons planétaires. Plus ils se déplacent sur leur orbite, plus ils grossissent, délimitant des portions du disque protoplanétaire, un peu à la manière des anneaux de Saturne. Arrivés au stade de planète, ils auront totalement nettoyé leur orbite. À l'origine, il y avait sans doute beaucoup plus de planètes en formation. On estime qu'il y aurait pu y en avoir entre 50 et 100, d'une taille comprise entre celle de la Lune et celle de Mars. Au cours du processus de formation du système solaire, les collisions d'une dimension cataclysmique étaient chose courante et régulière entre les différents corps planétaires, permettant la formation de planètes de plus en plus grandes, et la création de débris et d'astéroïdes, et même de lunes. A l'origine, la Lune étant très probablement due à un événement de ce genre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo « Comment c'est arrivé ?» C'est la numéro 13. La théorie de la formation des planètes du système solaire que je viens de vous décrire s'appelle l'hypothèse de la nébuleuse. Elle a été publiée pour la première fois en 1755 par Emmanuel Kant et revisitée par la suite par Pierre Laplace en 1796. Nous avons vu comment et pourquoi les planètes se forment d'une manière générale, suivant cette hypothèse. Mais en ce qui concerne le système solaire, cette hypothèse contient une deuxième partie, qui explique leur orbite et leur position respective. Elle implique la migration des planètes. Car selon ce modèle, Uranus et Neptune ne sont pas à la bonne position. Mais ça, je le réserve pour une prochaine fois. Notre planète, la Terre, a porté plusieurs noms, mais celui qui est resté a une origine et une signification qui sont particulièrement intéressantes. Terra décrivait dans un premier lieu le sol sous nos pieds, dans le sens la terre, le terrain, ou la propriété, mais aussi la terre que l'on cultive et qui produit, qui fait pousser, et donc qui est à l'origine de la vie. De nos jours, on s'associe moins bien à sa première signification. La symbolique de nos terres se perd un peu. À l'origine, elle pouvait représenter une famille, une histoire, des traditions, des vies, une dynastie, une culture, un héritage du fond des âges. Cette implication était profonde de valeur et de symbolisme, et c'est à cette époque qu'on lui a donné ce nom, chargé de cette signification, et donc de l'importance particulière qu'elle revêt. Ce que je trouve paradoxal justement, c'est qu'on lui ait donné le nom de l'infime couche qui recouvre les continents, alors que cette planète est majoritairement recouverte d'eau. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Bien entendu, c'est la partie que nous connaissons le mieux. C'est celle où nous vivons ainsi que tout ce que nous avons jamais connu. Mais cette Terre-là n'existerait pas si elle n'avait pas été entièrement façonnée et refaçonnée par des milliards d'années et la succession inexorable d'une multitude de formes de vie. En d'autres termes, sans notre planète, la Terre, il n'y aurait actuellement aucune vie dans le système solaire. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en aurait jamais eu. Mais sans la vie, il n'y aurait pas de Terre non plus. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, faites-le moi savoir en likant en bas. Et pour ne rien louper des futures vidéos, abonnez-vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Vous pouvez me faire parvenir vos questions dans les commentaires en dessous, ou bien par mail, ou encore via les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. Dans la prochaine vidéo qui devrait apparaître ici quand elle sera prête, je vous propose de découvrir ensemble comment l'univers a créé un système solaire en ne respectant aucune règle. Et en attendant, Google pense que vous pourriez aimer celle-ci. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.